So basically, if you ask me what it's all about, I would say it is tongue-in-cheek, and it's not to be taken too seriously. Donc, si vous me demandez de quoi il s'agit, je dirais que c'est une question de temps bon marché, et il ne faut pas le prendre trop au sérieux. En 1991, Freddie Mercury a gardé un secret qui a choqué ses fans. Le chanteur de Queen était mourant, mais il a caché son état pendant des années. Son corps était affaibli, mais sa voix restait puissante. Il a tourné son dernier clip en noir et blanc pour cacher sa maladie. Dans ces derniers jours, il a arrêté tout traitement, à l'exception des analgésiques. Après avoir révélé au monde entier ce qu'il avait, il est décédé 24 heures plus tard. Aujourd'hui, nous révélons ce qui est réellement arrivé à Freddie Mercury dans ces derniers jours. Freddie Mercury est né sous le nom de Farrokh Bulsara le 5 septembre 1946 à Stone Town, à Zanzibar. Ses parents, Bomi et Jer, étaient des Parsis d'origine indienne. Ils venaient de la petite ville de Bulsar, aujourd'hui appelée Valsad. Au Gujarat, sa famille pratiquait la religion zoroastrienne, venue de l'ancienne Perse. Dès son plus jeune âge, Freddie se distingua. Il naquit avec 4 dents supplémentaires. Plus tard, il crut que cette structure buccale inhabituelle lui donnait sa voix puissante. Sa tessiture s'étendait des graves profonds au soprano aérien. Il était également né sujet britannique, Zanzibar étant encore sous domination britannique. Ce petit détail allait plus tard ouvrir des portes qui allaient changer sa vie à jamais. Freddie avait 6 ans lorsqu'il vit naître sa sœur Kashmira. Des années plus tard, en 1969, il devint officiellement citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies. Alors que sa renommée commençait à s'accroître, ses premières années à Zanzibar furent paisibles et privilégiées. Son père travaillait pour le ministère colonial britannique comme caissier à la haute cour. Ce poste conférait à la famille un statut particulier. Il vivait confortablement, contrairement à la plupart des autres. Freddie a d'abord fréquenté une école dirigée par des missionnaires, où il était instruit par des religieuses anglicanes. Cela lui a donné un aperçu de l'éducation britannique. Mais tout a changé en 1964. Une violente révolution a éclaté à Zanzibar. Des milliers d'Arabes et de Sud-Asiatiques ont été tués. Les Bulsaras ont dû fuir. Ils ont tout laissé derrière eux et se sont enfuis en Angleterre. Freddie avait 17 ans. Ce fut un changement soudain. Passant de l'île paradisiaque à Pelton, froide et grise, la vie ne fut plus jamais la même. Mais le véritable commencement avait déjà commencé des années plus tôt. Quand Freddie avait 8 ans, ses parents l'envoyèrent à l'école Saint Peter's de Panchgani, en Inde. C'était un pensionnat de style britannique niché dans les collines près de Mumbai. L'endroit était strict. Les élèves portaient des uniformes, respectaient le règlement et parlaient correctement anglais. Mais un événement inattendu se produisit. Le directeur vit du talent chez Freddie et demanda à ses parents de payer un supplément pour des cours de piano. Cette petite décision a déclenché quelque chose de grand. Freddie a vite appris. Il n'était pas seulement bon. Il était doué. Il pratiquait le sport, jouait au théâtre, peignait et jouait du piano avec aisance. Il était discret, mais jamais invisible. Les autres enfants l'appelaient Bucky à cause de ses dents. Il l'a accepté sans sourciller. À 12 ans, il a remporté un prix scolaire pour son talent d'élève polyvalent. Voilà Freddie en quelques mots. Bon en tout, surtout sur scène. En 1963, il retourna à Zanzibar, plein d'idées et d'une nouvelle identité. Mais avant cela, il avait déjà goûté aux frissons de la scène. À St. Peter's, Freddie avait rejoint un groupe appelé The Hectics. Il n'avait que 12 ans. Le groupe comprenait 4 autres garçons, Bruce, Derek, Faring et Victory. Ils jouaient des chansons d'Elvis, Cliff Richard et Little Richard. Freddie jouait du piano et chantait parfois. Les gens étaient stupéfaits de la facilité avec laquelle il pouvait copier de la musique rien qu'en l'écoutant. Ses doigts volaient sur les touches. Lors des événements scolaires, le groupe faisait sensation. Les enfants criaient, applaudissaient et dansaient. Cette attention précoce a donné à Freddie son premier aperçu de ce que signifiait être une star. Mais son style n'a pas été uniquement façonné par le rock. Il écoutait également des grands noms de Bollywood comme Lata Mangeshkar et Kishore Kumar. Leurs chants empreints d'émotion allaient plus tard influencer la manière dont Queen créait des chansons théâtrales et dramatiques. Lorsqu'il quitta St. Peter's, il avait déjà réussi son examen de piano de 4e année. En 1964, Freddie n'avait que 17 ans lorsque son univers à Zanzibar s'est effondré. L'île était en proie à la violence. Des milliers de personnes ont été tuées dans une vague de haine qui visait des gens comme lui, les Indiens Parsis. Sa famille n'avait pas le choix.
Ils ont pris la fuite. Ils ont emballé tout ce qu'ils pouvaient et se sont enfuis en Angleterre, laissant derrière eux le soleil, leurs amis et tout ce qui leur était familier. Ils n'ont pas atterri dans le luxe ni le confort. Leur nouvelle vie a commencé dans une banlieue morne appelée Feltham, à des kilomètres du centre de Londres. Les maisons étaient grises, le ciel encore plus gris. Tout semblait froid. Pour un garçon qui nageait autrefois dans des eaux turquoises, cet endroit ressemblait à un exil. Mais dans ce silence, quelque chose commença à naître. Freddie n'a pas seulement survécu au choc, il a commencé à changer. Après ses études, il a intégré l'Isleworth Polytechnic, puis l'Ealing Art College. C'est là que la magie a commencé. Ealing n'était pas seulement une école, c'était un terrain de jeu pour rebelles, artistes et marginaux. Freddie y a trouvé sa tribu, des gens qui refusaient de suivre les règles. Il a étudié le graphisme, mais a passé tout autant de temps à rêver de musique. Il a rencontré Tim Stoffel. Ils ont sympathisé. Ils étaient tous deux passionnés de musique et voyaient plus loin que les cours. Freddie a même contribué à la création d'un magazine underground qui se moquait du monde du design qu'il était censé intégrer. Il en voulait plus. En dehors de l'école, Freddie était fou amoureux d'Hendrix. Dès qu'il l'entendit, quelque chose s'illumina. Il ne se contentait pas de l'écouter. Il le dessinait, suivait ses performances, étudiait ses mouvements. Il recherchait cette puissance sur scène. Il ne voulait pas chanter, il voulait commander. Cette obsession l'a poussé à rejoindre un groupe appelé Ibex. Ils n'étaient pas célèbres. Ils jouaient dans des pubs et partageaient des appartements. Mais Freddie était heureux. Il pouvait essayer des choses, échouer et réessayer. Il devenait quelqu'un de différent. Ses oreilles étaient grandes ouvertes. Il s'imprégnait de tout, de la voix d'Aretha Franklin aux paroles de Lennon. Il adorait les harmonies des Beatles. Mais il aimait aussi la fougue d'Elvis. Son esprit était un véritable mixeur, mêlant soul, rock et glam. À la même époque, il vendait des vêtements au marché de Kensington avec Roger Taylor. Ils travaillaient ensemble, passaient du temps ensemble et riaient beaucoup. Ce travail n'était pas qu'un simple salaire. Cela lui a donné du style. Il a appris ce qui était beau, ce qui faisait tourner les têtes. Et petit à petit, il a commencé à se démarquer. Non pas en tant que Farouk, mais en tant que Freddie. Freddie Bulsara n'avait que 22 ans lorsque tout a commencé à changer. Il venait de terminer ses études d'art à Londres et n'était pas sûr de son avenir. Puis, en août 1969, il rencontre un groupe de Liverpool appelé Ibex. Ils n'étaient pas célèbres, ils n'avaient joué que quelques concerts. Mais Freddie a vu quelque chose en eux, et ils ont vu quelque chose en lui. En seulement 10 jours, il a appris toutes leurs chansons, il a ajouté quelques-unes des siennes et les a accompagnées jusqu'à Bolton. C'est là qu'il s'est produit pour la première fois sur scène, à l'Octagon Theatre. Le public ne le savait pas encore, mais il assistait à la naissance d'une étoile. Freddie ne se contentait pas de chanter. Il a ému, il a ébloui, il a conquis la scène. Le groupe n'avait jamais rien vu de tel. Un membre a dit « Avant, on jouait juste », sans se soucier de faire le spectacle. Mais Freddie a tout changé. Même s'il ne portait qu'un pantalon et une chemise, il marchait comme une rock star. En octobre, Freddie avait convaincu le groupe de changer de nom. Ibex Devon Wreckage. Le son a également changé. Freddie a commencé à écrire davantage de chansons. Il a travaillé avec le guitariste Mike Burson. Et ensemble, ils ont composé des chansons comme Vagabond Outcast et Fiwa. Ils ont même enregistré l'une d'entre elles, Green, dans l'appartement de Freddie à Londres. Cet enregistrement a survécu et a été publié des années plus tard. Mais Wreckage n'a pas duré. Le groupe se sépara et Freddie se lança dans un projet éphémère intitulé Sour Milk Sea. Ça ne dura pas non plus. Pourtant, Freddie ne fut pas ébranlé. Il avait déjà une vision plus large. Il avait dit un jour à ses anciens camarades de groupe, « On ne réussira pas avec ce blues à 3 accords. Il faut qu'on écrive nos propres chansons. » Et puis, le coup de théâtre inattendu est arrivé. Le 29 mars 1970, Tim Stoffel a quitté son groupe, Smile, qui comptait 2 autres membres, Brian May et Roger Taylor. Tim et Freddie étaient amis depuis l'école d'art. Ils s'étaient rencontrés en 1965. Alors, quand Tim est parti, Freddie n'a pas perdu de temps. Il est intervenu. On aurait dit le destin. Smile avait déjà du talent, mais Freddie apportait quelque chose de différent, quelque chose de magnétique. Il avait la voix, la vision et la confiance. Avant même de les rejoindre, il assistait à leurs concerts et leur expliquait comment ils pouvaient s'améliorer. Brian et Roger n'étaient pas convaincus au début. Roger a dit plus tard qu'il était juste un pote un peu fou.
pas un chanteur, juste quelqu'un qui était toujours partant pour s'amuser. Mais ça a vite changé. Freddie attendait ça. Et une fois qu'il a été nommé, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il a poussé le groupe à être plus théâtral. Il leur a conseillé d'oser la scène, les costumes, tout. Il voulait qu'elle soit plus grande que nature. Puis il suggéra un nouveau nom, Queen. Cela sonnait grandiose. Cela semblait royal. Brian et Roger hésitaient. Ils pensaient que c'était peut-être trop. Mais Freddie a tenu bon. Il a déclaré que c'était parfait. Universel. Fortet. Oui. Même un peu provocateur. À la même époque, il a également changé son nom pour Mercury. Ce n'était pas seulement un nouveau groupe. C'était une véritable réinvention. Mais ce n'était pas encore terminé. Ils avaient besoin d'un bassiste, et c'était délicat. Ils ont essayé plusieurs fois, mais personne n'a vraiment accroché. Puis, un jour de 1971, ils rencontrèrent John Deacon. C'était un homme discret, âgé de seulement 19 ans, étudiant, pas extravagant comme les autres, mais il se présenta aux répétitions avec sa basse et un ampli sur mesure. Cet ampli allait plus tard façonner le son signature de Queen. Il jouait avec fluidité, restait humble et ne luttait pas pour attirer l'attention. Le groupe appréciait ça. Ils l'ont fait venir. Queen était enfin entière. L'influence de Freddie allait encore plus loin. Il n'a pas seulement changé le nom, il a aussi conçu le logo. Il s'est inspiré de ce qu'il avait appris à l'école d'art pour dessiner un blason. Il y avait des lions, un crabe, des fées, tous inspirés des signes du zodiaque du groupe. Les lions étaient pour Roger et John, le crabe pour Brian, les fées pour Freddie lui-même. Il avait enroulé le tout autour d'une lettre Q géante avec une couronne au milieu et un phénix au-dessus. Cela ressemblait à un morceau royal, comme s'il appartenait à un groupe destiné à dominer la scène. Mais leur premier album n'a pas été facile à réaliser. Ils l'ont enregistré au studio Trident, où de grands noms comme les Beatles avaient travaillé. Mais Queen n'était pas encore un groupe important, alors ils devaient utiliser le studio uniquement en dehors des heures de travail. Tard le soir, quand tout le monde avait fini, ils attendaient, puis rentraient enregistrer jusqu'au matin. C'était épuisant. Ils ont persévéré pendant des mois. Une fois l'album terminé, d'autres mauvaises nouvelles sont tombées. Il a été retardé. Ils ont attendu. Le livre est finalement sorti en juillet 1973. Les critiques ont été mitigées. Certains l'ont compris, la plupart non. Mais le groupe s'en fichait. Ils savaient qu'ils construisaient quelque chose qui durerait. En 1974, Queen cherchait encore à se définir. Leurs premiers albums étaient certes talentueux, mais ils semblaient dispersés. Trop longs, trop complexes, cherchant trop à se démarquer. Mais tout a basculé, suite à une crise cardiaque. C'est à ce moment-là que Freddie Mercury a cessé d'expérimenter et a commencé à s'approprier son son. Il a resserré les morceaux, il a apporté une touche dramatique et glamour, et leur a donné un côté grandiose, même lorsqu'il ne durait que 3 minutes. Puis est arrivé Killer Queen, et soudain, ils ne sont plus un groupe comme les autres. Ils étaient le groupe. La chanson a explosé au Royaume-Uni, a conquis l'Amérique et Queen a finalement percé. Mais en coulisses, rien n'était glamour. Queen était ruiné. Leur label, Trident Studios, gardait la majeure partie de l'argent, tandis que le groupe était payé comme des employés à temps partiel. Ils avaient des succès, mais n'avaient pas les moyens de se loger correctement. Freddie vivait dans un petit appartement humide et John Deacon n'arrivait même pas à obtenir un prêt immobilier. C'est là qu'ils ont craqué. Après des mois de bataille juridique, ils ont réussi à s'en sortir, mais au prix d'un lourd tribut. Ils ont dû débourser des centaines de milliers de dollars et renoncer aux royalties des albums futurs. Le timing était risqué, car juste au moment où ils étaient libérés, ils ont décidé de sortir leur album le plus cher. A Night at the Opera n'était pas un simple disque. C'était un coup de la dernière chance. Ils ont utilisé Sept Studios, ont dépensé plus d'argent que n'importe quel groupe britannique auparavant et ont tout misé sur le succès. Il fallait que ça marche, sinon ils étaient finis. La pression était écrasante, mais elle les força à viser plus haut. Freddie, toujours le plus audacieux, arriva avec un monstre de 6 minutes intitulé Bohemian Rhapsody. Au début, cela n'avait aucun sens pour personne. Pas de cœur, une folie lyrique. Qui passerait ça à la radio? Mais Freddie ne demandait pas, il racontait. Il a tourné un clip bon marché mais percutant en une seule journée, l'a diffusé et a révolutionné la musique pop. La chanson est restée numéro 1 pendant 9 semaines. C'était unique et ça a marché. Avec cette chanson, Freddie n'a pas seulement changé la musique,
Il s'est transformé lui-même. Sur scène, il est devenu quelqu'un de nouveau. Il ne se contentait pas de chanter. Il imposait, se pavanait, se produisait comme un possédé. Sa voix pouvait atteindre des aigus incroyables et des graves déchirants. Il pouvait se tenir devant 20 personnes et donner à chacun l'impression qu'il chantait juste pour eux. Ce pied de micro cassé par accident, il en a fait un accessoire, une arme, un geste signature. Lorsqu'il a chanté Bohemian Rhapsody en live pour la première fois, les gens n'assistaient plus seulement à un concert. Ils regardaient un showman en pleine forme. Puis vint ce soir de 1977, au Bingley Hall. Après le concert, la foule se mit soudain à chanter « You'll Never Walk Alone ». Personne ne l'avait prévu. C'est arrivé comme ça. Freddie regardait, stupéfait. Il s'est tourné vers Brian May et lui a dit « Nous avons besoin de chansons pour ça. Ce moment a inspiré « We Will Rock You » et « We Are the Champions ». Deux des hymnes de stade les plus emblématiques de l'histoire sont nés d'un moment d'émotion intense avec les fans. Mercury ne se contentait plus de se produire sur scène. Il créait une musique que le public pouvait lui crier dessus. Et c'était le cas tous les soirs. À la sortie d'Another One Bites the Dust en 1980, Freddie avait éloigné Queen de ses racines glam rock. La chanson était funky, audacieuse et totalement inattendue. On pensait que Queen n'y parviendrait pas. Mais ils l'ont fait. C'est devenu leur plus grand succès aux États-Unis. Mercury n'a jamais stagné. Il n'arrêtait pas d'avancer, de se réinventer. C'est pourquoi sa musique touchait sans cesse de nouveaux publics. Personne ne pouvait le cerner. Et avec le succès vint l'indulgence. Mercury ne croyait pas aux économies. Il croyait aux dépenses. S'il aimait quelque chose, il l'achetait. Si sa sœur avait besoin d'une cuisine, elle en avait une nouvelle. Si une bijouterie fermait, il la faisait ouvrir rien que pour lui. Sa fête d'anniversaire à Ibiza était une pure folie. Sepcents Invités, un gâteau géant inspiré de la cathédrale de Gaudi et des centaines de verres brisés à la fin. Freddie ne se contentait pas de vivre dans les grandes pompes. Il a vécu plus fort que quiconque. Mais tout ce qu'il a fait n'a pas été couronné de succès. En 1984, Queen a décidé de jouer à Sun City, en Afrique du Sud, en plein milieu du régime d'apartheid. C'était légal, mais controversé. Il y a eu un boycott culturel. La plupart des artistes ont refusé d'y aller. La reine y est allée quand même. On disait que ce n'était pas politique, mais d'autres voyaient les choses différemment. La réaction fut brutale. Ils ont été condamnés à des amendes, mis sur liste noire et dénoncés dans des champs de protestation. Des années plus tard, même le groupe a admis avoir peut-être commis une erreur. Ils n'ont pas agi pour l'argent, ont-ils affirmé, mais le mal était fait. Freddie Mercury était toujours en quête de nouveautés. En 1980, cette quête a conduit Queen vers Unfamiliar Territory, la bande originale du film Flash Gordon. Ce n'était pas un album rock à part entière, et seules quelques chansons comportaient des paroles. Brian May a fait le gros du travail, se lançant dans les synthétiseurs, une nouveauté pour le groupe. Les fans ne savaient pas trop quoi en penser. Certains trouvaient la musique plus captivante que le film. D'autres n'y comprenaient rien. Mais cet étrange projet laissait présager quelque chose de plus grand. Queen était sur le point de changer de cap, et tout le monde ne suivrait pas. À peine 2 ans plus tard, il s'écartait encore plus du sujet avec Hot Space. C'était du disco, du funk, des synthés partout. Ce n'était pas le Queen dont les gens se souvenaient. John Deacon et Freddie étaient à fond dedans. Brian et Roger. Non, la tension était palpable, tout comme les dégâts. Les longues nuits à Munich se transformaient en longues disputes. Tout le monde buvait trop. Brian disait qu'ils étaient émotionnellement détruits. Roger reprochait au manager de Freddie, Paul Prenter, d'avoir poussé le groupe vers la musique de club gay. Pour certains, ce n'était pas seulement un mauvais album, c'était ressenti comme une trahison. Mais même si les fans se détournaient, d'autres écoutaient. Michael Jackson prenait des notes. Les musiciens étaient attentifs. Hot Space a peut-être été un échec, mais ses empreintes étaient omniprésentes dans les années qui ont suivi. Au milieu de ce chaos, un événement magique s'est produit. Queen a rencontré David Bowie dans un studio en Suisse. Ce qui a commencé comme un bœuf s'est transformé en une véritable épreuve de force. Cette ligne de basse, Do pour Deacon. L'énergie, un clash total. Freddie et Bowie se disputaient sans cesse, mais cette étincelle rendit la chanson inoubliable. Elle se classa directement numéro 1, et cela prouva quelque chose. Il pouvait encore surprendre, même s'il s'effondrait en coulisses. En 1983, ils avaient besoin d'une pause. Ils n'étaient pas seulement fatigués.
Ils étaient épuisés. Ils avaient passé des années à enregistrer, à tourner et à se disputer. Maintenant, ils arrêtaient. Pour la première fois depuis leur début, Queen marqua une pause. Cette pause leur permit de respirer, mais ne résoudra pas tout. Le groupe fut scindé en deux. Freddie et Deacon voulaient plus de danse. Brian et Roger s'accrochaient au rock. La loyauté de Freddie envers Printer n'a fait qu'empirer les choses. Pourtant, ce silence leur a donné le temps de se rappeler qui ils étaient et ce qu'ils pouvaient encore devenir. Puis vinrent les travaux en 1984. C'était le moment de repartir à zéro dont ils avaient besoin. Freddie a apporté son talent. Deacon a ajouté le rythme. Mais Brian et Roger ont finalement récupéré leur guitare. Le son était équilibré. Rock et pop réunis. Radio Gaga a explosé. I Want to Break Free est devenu un hymne. Le groupe était de retour. Ils sont restés dans les charts pendant près de 2 ans. Et cette fois, le monde entier l'a remarqué, sauf l'Amérique. Le clip de I Want to Break Free montrait le groupe en travesti. Le Royaume-Uni a compris la blague. MTV non. La vidéo a été interdite. Les fans se sont détournés. À Rio, quand Freddie portait le costume sur scène, la foule lui a jeté des objets. C'était brutal. Et Queen ne s'en est jamais vraiment remis aux États-Unis après ça. Freddie n'a pas arrêté. Il avait encore quelque chose à prouver. En 1985, il sort Mr. Bad Guy, son album solo. C'était du pur Freddie, sans compromis, tout lui. Il l'a dédié à ses chats et l'a rempli de rythmes dansants, de ballades tristes et de plaisanteries insolentes. Certains fans l'ont adoré, d'autres non. Les États-Unis n'y prêtèrent guère attention. Mais pour Freddie, ce n'était pas une question de vente, c'était une question de liberté. Il avait passé des années prisonnier de la machine Queen. Maintenant, il faisait les choses à sa façon. Et puis, il fit quelque chose que personne n'avait vu venir. Il s'est associé à une star de l'opéra, Montserrat Caballé. Elle était l'une de ses héroïnes. Et, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à la convaincre d'accepter. Ils se sont rencontrés dans un hôtel de Barcelone. Il lui a fait écouter une démo, chantant ses parties en falsetto. Elle était stupéfaite. Ils ont enregistré Barcelona, et c'était magique. Un mélange d'opéra et de rock comme personne ne l'avait jamais fait. Lorsque Barcelone fut choisie pour les Jeux olympiques de 1992, la chanson devint un hymne. Ils en firent même un album complet. C'était audacieux, étrange et magnifique. Tout comme Freddie Mercury savait qu'il manquait de temps, mais il ne s'est pas laissé arrêter. Début 1988, quelques mois seulement après avoir été diagnostiqué séropositif, il est entré en studio avec Queen et a repris l'enregistrement. Il ne l'a pas dit au public. Il ne voulait pas de sympathie. Il voulait juste chanter. Et pourtant, malgré toute la douleur et la peur, il a tout donné. Le résultat fut The Miracle, un album qui ne sonnait pas comme un adieu, mais comme un triomphe. Il a atteint la première place des charts européens. Les gens ne le savaient pas encore, mais c'était un miracle à plus d'un titre. Puis vint Innuendo. Au moment où il travaillait sur cet album, le corps de Freddie était plus faible, mais sa voix n'avait rien perdu de sa puissance. Brian May a déclaré plus tard que Freddie leur avait demandé de continuer à écrire des chansons. Peu lui importait qu'il soit malade. Il voulait continuer. Il leur a dit « Vous pourrez le finir après mon départ ». Mais tant qu'il était encore là, il leur a tout donné. Le titre a atteint la première place. C'était audacieux, envoûtant et brillant, à son image. Mais en public, la vérité devenait de plus en plus difficile à cacher. Le 18 février 1990, Freddie est monté sur la scène des Brit Awards pour recevoir un Lifetime Achievement Award aux côtés de Queen. Il n'a pas dit grand-chose, juste 5 mots. « Merci. Bonne nuit. » Son silence en disait plus que n'importe quel discours. Il paraissait maigre. Il avait l'air fatigué. Et soudain, les rumeurs qui circulaient depuis des années lui parurent bien réelles. Mais même là, il souriait. Il fit un signe de la main. Il ne voulait pas que quiconque voie sa douleur, pas même ses fans. Ses camarades de groupe ont déclaré plus tard qu'il ne parlait jamais de sa maladie. C'était une règle tacite. Si Freddie ne voulait pas en parler, il ne le demandait pas. De retour au studio, il continuait d'enregistrer. Certains jours, il tenait à peine debout. D'autres fois, il ne pouvait chanter qu'1 heure ou 2. Mais il est venu quand même. Les ingénieurs qui ont travaillé avec lui ont dit que ce n'était pas un endroit triste. C'était plein de rire. Freddie a su maintenir une ambiance légère. Même lorsque son corps l'abandonnait, il n'a pas laissé l'obscurité l'emporter.
Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait assurer le chant pour The Show Must Go On, il n'a pas hésité. Il a dit « Je vais le faire, ma chérie ». Puis il a bu un verre de vodka et a tout réussi en une seule prise. Cette performance est devenue l'un des moments les plus forts de sa carrière. En mai 1991, il a tourné son dernier clip, These Are the Days of Our Lives. On ne devinerait pas qu'il s'agit d'un adieu à moins d'y regarder de plus près. Le clip a été tourné en noir et blanc pour cacher sa maladie. Il portait un gilet couvert de dessins de ses chats. Il souriait, plaisantait et multipliait les prises jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et puis, à la fin de la vidéo, il a regardé droit dans la caméra et a murmuré « Je t'aime toujours ». C'était son dernier message. Il savait ce qui allait arriver et il a fait en sorte que le monde sache qu'il les aimait. Jusqu'au bout. Quelques mois plus tard, en novembre, il prit une décision définitive. Plus de médicaments, juste des analgésiques. Il était prêt. Il voulait la paix. Ses amis étaient à ses côtés jour et nuit. Il ne pouvait plus peindre. Il ne voyait pas bien, mais il riait toujours. Il partageait encore des souvenirs. Le 22 novembre, il a demandé au manager de Queen de publier une déclaration publique confirmant qu'il était atteint du sida. À 20h, la nouvelle tomba, et à cet instant précis, Freddie Mercury, allongé dans son lit, s'arrête. Son assistant lui dit qu'il ne l'avait jamais vu aussi détendu depuis des années. Le secret avait disparu. Le combat était presque terminé. Moins de 24 heures plus tard, le 24 novembre 1991, à 18h48 précise, Freddie Mercury mourait. Il avait 45 ans. Le monde avait perdu une voix, une légende et la première rockstar à mourir ouvertement de la maladie, à une époque où le simple mot « sida » mettait mal à l'aise. Sa mort a propulsé le débat sur le devant de la scène. On ne pouvait plus l'ignorer. Mais même mort, Freddie laissait derrière lui un mystère qu'aucun concert ne pouvait résoudre. Tout le monde savait qu'il avait été incinéré au cimetière de Kensal Green, dans l'ouest de Londres. Ce que personne ne savait, c'était ce qu'il était advenu de ses cendres. Pendant plus d'1 an, elles restèrent sans être réclamées. C'est Mary Austin, sa plus proche amie et ancienne amante, qui finit par les récupérer, sans jamais révéler où elles allaient. En 2013, des fans ont découvert une petite plaque cachée dans le cimetière. Elle portait son vrai nom, ses dates de naissance et de décès, ainsi qu'un message en français, signé seulement d'un M, mais elle a disparu peu après, probablement retirée pour préserver le secret.